Bien, donc alors j'ai intitulé ce propos de l'économie résidentielle au système productivo-résidentiel, parce que je vais vous faire un peu en introduction un petit rappel. Je sais que ces travaux sont connus, mais très rapidement recadrer ce point de départ qui est celui donc, des travaux qui ont fait émerger cette idée de l'importance de l'économie résidentielle dans les territoires, pour aller à ce qu'on a développé plus récemment sur ces idées de système productivo-résidentiel. Bien, l'analyse des bases économiques, le poids de l'économie résidentielle. Alors évidemment, ces travaux-là, vous les connaissez, c'est ceux notamment développés par Laurent Davzy. Ils émergent donc dans un contexte qui est le contexte des mobilités, qui fait qu'on est aussi évidemment réunis aujourd'hui, un contexte où l'on voit que petit à petit, on a une déconnexion qui s'est opérée entre donc, les lieux de travail, les lieux de vie, les lieux de production, les lieux de consommation, de loisirs, de récréation, etc. Donc c'est cette déconnexion entre des territoires aux fonctions productives et des territoires aux fonctions plus résidentielles ou récréatives qui a fait émerger donc ce que l'on a appelé l'économie résidentielle. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à la fois, et j'y reviendrai en fin d'exposé, c'est qu'à la fois on est, depuis les années 90, sur un processus d'agglomération grandissante des activités productives, la métropolisation, et parallèlement sur un processus, au contraire, de diffusion, de desserrement de tout ce qui est lié au résidentiel, au récréatif, au loisir, au tourisme. Donc on a deux processus un peu en parallèle qui fait évidemment émerger un certain nombre de flux quotidiens ou pas, occasionnels, etc. Et bon, de tous ces flux émerge donc cette économie dite résidentielle. Je vais détailler un petit peu. Le constat également sur ces travaux, je le dis déjà en préambule, c'est l'image négative de l'économie résidentielle. Très souvent, c'est une économie qui est perçue comme une économie de dépendance, ce qui n'est pas faux, comme une économie qui a un certain nombre d'effets négatifs, ce qui n'est pas faux non plus. Bon, et à la fois, c'est aussi une économie qui a un levier puissant de développement, c'est un amortisseur de choc conjoncturel, etc., etc. Autre constat, autre donnée un peu en préliminaire, c'est cette idée de confusion. C'est-à-dire que, évidemment, tout ça, c'est de la recherche en cours, et chacun d'entre nous y contribue. Certains parlent d'économie résidentielle, d'autres présentielle, de sphère, de base. Bon, parfois, on ne sait plus trop où l'on en est, mais ça veut dire aussi que le débat est là et que l'on avance de façon conjointe sur ces aspects-là. Alors très rapidement, un cadre conceptuel que beaucoup d'entre vous connaissez, cette idée donc de théorie de la base remise au goût du jour donc, par Laurent Davzy, qui est au départ une théorie classique de la science régionale, très utilisée, etc. Donc on est là, je le remets ce contexte parce que c'est pour vous dire que c'est grâce à la prise en compte des flux et des travaux qui se sont dit arrêtons de regarder justement les stocks et commençons à regarder l'économie en termes de flux, que sont nés quand même toutes ces idées et tous ces concepts, et derrière tous les chiffres et les analyses qu'on a pu faire sur un certain nombre d'agglomérations françaises où on mesurait les bases économiques. Donc des flux derrière, ce schéma-là qui a l'air très, très figé, derrière ce n'est que de la circulation de flux. Donc ce cadre, il est simple, c'est celui de dire qu'une économie locale donc, se décompose en deux secteurs, les bases économiques, les secteurs domestiques ou sphères présentielles, si je prends les termes de l'INSEE, bases économiques qui constituent donc le moteur principal économique des territoires et qui consiste à observer les richesses que créent et que captent les territoires, donc là aussi système de flux de revenus, puis ces flux de revenus créés ou captés circulent ou pas dans le territoire et entraîne donc le développement de ce que l'on appelle secteur domestique ou sphère présentielle qui reprend l'ensemble des activités tournées vers la demande locale. Des effets retours, voilà. La base économique, c'est-à-dire le premier rectangle en haut, ce que les territoires créent ou captent comme richesse. Si on décortique un petit peu, si l'on regarde ce que l'on prend
comme revenus dans ces bases, on a donc 4 grandes familles. Base productive, l'ensemble des revenus issus des activités qui se localisent pour produire et exporter. L'INSEE parlerait de sphère non présentielle. Base ou économie résidentielle, on est sur les revenus toujours, c'est une approche vraiment où on regarde les flux de revenus. Base ou économie résidentielle, où on prend donc l'ensemble des revenus qui ne sont pas liés directement aux atouts productifs d'un territoire, mais qui sont plutôt liés à ses atouts paysagers, environnementaux, naturels, culturels, etc. Son attractivité résidentielle et touristique. Et là, on prend donc les dépenses des touristes, les revenus des retraités, les retraites, et les revenus des navetteurs, des gens qui habitent dans le territoire mais qui n'y travaillent pas. Base publique, l'ensemble des traitements des fonctionnaires. Base sociale et sanitaire, l'ensemble des revenus de transferts sociaux et remboursement de soins de santé. Voilà ce que ça donne quand on a estimé ces revenus. Je vais assez vite parce que on connaît un peu la chanson, mais c'est le point de départ des systèmes productifs ou résidentiels. Donc voilà des estimations réalisées donc récemment à l'échelle des aires urbaines. La moyenne des aires urbaines françaises, c'est la première colonne, et puis je vous ai mis quelques aires urbaines sur lesquelles on a pu travailler et calculer donc ces bases économiques. Donc en moyenne, ce que l'on a pu constater, c'est que la première base économique des territoires, c'est-à-dire ces flux de revenus créés ou captés à l'extérieur, la première base économique, c'est la base résidentielle, d'où l'émergence aussi et l'intérêt porté sur ces travaux d'économie résidentielle qui se décomposent, vous voyez, entre salaire des navetteurs, salaire retraite et dépenses des touristes. Base productive, à peu près donc 23%, base résidentielle, c'était 41%, base publique, 12%, base sociale, autant que la base productive à l'échelle des aires urbaines, 23%. Donc évidemment, quand ces travaux sortent, c'est un peu, on va dire, à minima novateur, et puis un peu même peut-être choquant ou bouleversant, dans le sens où on est en train là de raconter qu'en termes de levier d'action, qu'en termes de développement économique, il n'y a pas uniquement les enjeux productifs qui comptent, il y a aussi des enjeux liés au cadre de vie, liés à la population, et non pas uniquement liés à la production. Les aires urbaines, de l'une à l'autre, vous avez des chiffres évidemment très différents. Paris se détache des autres aires urbaines avec des bases productives plus importantes que les bases résidentielles. D'autres agglomérations vont au contraire apparaître beaucoup plus résidentielles que productives, etc. Je vous ai extrait, donc il n'y a pas les aires urbaines de Lyon et Saint-Étienne dans le tableau précédent parce qu'on n'a pas réalisé ces estimations à cette échelle-là, mais je vous ai extrait donc d'une étude que l'on a pu faire pour la DCF, les bases à l'échelle des zones d'emploi. Donc on voit que Lyon aussi, par rapport à une moyenne française qui était plutôt à 40% de base résidentielle et à un peu moins d'un quart de base productive, Lyon se détache, la zone d'emploi de Lyon se détache avec une base productive beaucoup plus forte que la moyenne nationale. Saint-Étienne est beaucoup plus proche de la moyenne nationale avec comme spécificité d'avoir une base sociale, donc une précarité dans sa population plus importante que la moyenne nationale. Bien, voilà le petit rappel introductif sur d'où l'on part. Économie résidentielle, économie productive, ses bases, ses flux de revenus, cette approche qui dit que l'économie, ce n'est pas uniquement un enjeu de production. Très vite, les interprétations peuvent être variables, mais en tout cas, on a senti le besoin d'aller un peu plus loin et surtout de dépasser les oppositions qui étaient en train de naître entre une économie productive et une économie résidentielle. Entre des territoires productifs qui travaillent et des territoires résidentiels qui, en plus, en période de crise, souffrent moins et seraient juste, là, à profiter un petit peu du travail des autres. Donc ce regard-là, cette idée de déchirement un petit peu territorial entre donc, espace productif et espace résidentiel, on avait envie de le dépasser. On se disait que ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait et que l'interprétation, quand c'était celle-ci, mais il n'y avait pas que celle-ci évidemment qui était faite, n'était pas nécessairement la bonne. Donc on a essayé, comme le disait Nadine aussi, avec un autre regard qui était plus sur les villes, de raisonner en termes de systèmes territoriaux, de dépasser, donc ce que je vous disais, ces oppositions entre économie et territoire productif, économie et territoire résidentiel,
pour essayer au contraire de voir les synergies entre ces deux types d'économies, entre ces flux. Et donc on a regardé les flux qui reliaient les territoires qui émettent les richesses résidentielles et les territoires qui reçoivent ces richesses. Donc c'est aussi une histoire de flux origine-destination, où sont créés ces flux de l'économie résidentielle et à qui, à quel territoire ils profitent, avec quelle intensité, etc., etc. Donc c'était ça l'objectif. On a voulu caractériser ces systèmes qui nous semblaient émergents et évaluer leurs impacts en termes de dynamique territoriale. C'est l'idée de penser le territoire en termes de système de flux et de complémentarité territoriale et non en termes de secteur et de concurrence. Ça fait bien écho à ce qu'on a eu avant. La méthodologie, donc nous on est parti sur les flux origine-destination qui sont déterminants de l'économie résidentielle. C'était notre cadre conceptuel. Donc on a regardé les flux domicile-travail, les flux de mobilité résidentielle des retraités, où vont les retraités quand ils quittent certains territoires, et les flux touristiques, ça a été dit, à travers le flux résidence secondaire, résidence principale, à défaut malheureusement d'avoir d'autres bases de données qui seraient plus justes, plus complètes sur les flux touristiques. On a regardé ces flux-là, sachant que quand même on s'est aperçu que les flux qui étaient conditionnés par la résidence secondaire étaient quand même dessiner une géographie très proche de l'offre touristique avec d'autres hébergements considérés que les résidences secondaires, mais il n'empêche que ça serait mieux évidemment de travailler à une échelle plus exhaustive sur le tourisme. Définir donc les territoires émetteurs, les territoires récepteurs de ces flux. On s'est rendu compte que les émissions de ces flux étaient extrêmement concentrées. Là, vous voyez, je vous ai remis les chiffres à l'échelle nationale. On a travaillé sur 130 agglomérations françaises. Donc sur ces 130 agglomérations françaises, on se rend compte que 75% des flux résidentiels émis le sont par à peine 7% des communes, qui appartiennent toutes à des agglomérations. Donc il y a évidemment un système des agglomérations vers le reste du territoire. Et pour caractériser ces flux, on a travaillé sur un indice d'intensité, c'est-à-dire le montant, le poids des revenus qui étaient émis, et sur une distance qu'on a appelée la portée, c'est-à-dire en moyenne, où, à quelle distance les agglomérations donc, envoient ce type de flux de personnes et de revenus évidemment associés. Alors voilà par exemple ce que ça donne sur différentes agglomérations. Donc là c'est les flux au départ de Rennes et de Lyon pour les navetteurs, pour les retraités, pour les résidences secondaires. Là vous n'avez pas l'intensité, vous avez uniquement... Enfin l'intensité c'est la couleur mais ça se perçoit peu, mais ce que vous avez mis en noir, c'est la distance moyenne, ce qu'on appelait la portée. Donc vous voyez que sur Rennes, on est vraiment sur un système très local. C'est-à-dire que quand il y a redistribution, quand il y a circulation de richesses liées à l'économie résidentielle, ça se joue à une échelle très proche. Les navetteurs, 32 km en moyenne. Les retraités, quand ils quittent l'agglomération de Rennes, ils s'en vont jamais très loin. Vous voyez la deuxième carte. Les résidences secondaires, quand on habite à Rennes, qu'on a une résidence secondaire, vous voyez où sont les résidences secondaires, elles sont non plus pas très loin, en moyenne à 130 km. Pour Lyon, on est sur une portée, une emprise de ces flux plus large, c'est pas non plus parmi les plus larges, loin de là, mais disons une emprise moyenne, avec donc les navetteurs, vous voyez la première carte, 51 km. Les retraités, quand on quitte Lyon, où les retraités vont-ils s'installer dans la périphérie, mais pas uniquement. On voit apparaître là, évidemment, le littoral languedocien, mais plein de petits points aussi partout en France. Et pour les résidences secondaires, là aussi, une distance moyenne de 178 km. On n'a pas les effets de seuil, parce qu'on n'a pas regardé de la même façon les flux que dans le travail précédent, mais évidemment, on voit réapparaître des choses qui se jouent dans la proximité, les Alpes, et puis la côte languedocienne. La première destination, c'est-à-dire le premier flux résidence principale, résidence secondaire de l'agglomération lyonnaise, c'est Agde. C'est pas régional, c'est pas les Alpes, c'est d'abord la côte languedocienne. Voilà Paris.
évidemment, hein, Paris, son système est complètement national. Ça rejoint ce système très centralisé que nous décrivait Nadine. Donc, Paris, la France, donc les navetteurs, ça couvre. Alors, derrière, il y a des points, il y a des choses qui sont très peu importantes en termes de volume, mais on voit cette connexion apparaître avec les grandes villes françaises. Quand les retraités quittent l'Île-de-France, ils s'installent partout en France, sauf dans le nord et dans le nord-est, grosso modo. Et les résidences secondaires, là aussi, on a une géographie qui couvre absolument toute la France quasiment, avec des zones évidemment plus intenses que d'autres. Toulouse, on est à peu près sur quelque chose qui ressemble à Lyon, avec des distances équivalentes, et puis on voit une attractivité sur les deux espaces littoraux de proximité pour les résidences secondaires, mais aussi une emprise régionale qui est loin d'être négligeable pour Toulouse. Alors de façon un peu plus condensée, donc là c'était les cartes, mais quand on ramasse tout ça et que l'on regarde un peu le poids de chacun de ces flux au départ et la distance moyenne parcourue, donc voilà ce que l'on obtient. On a des choses évidemment très différentes d'une agglomération à l'autre, qui ne sont pas liées uniquement à des effets de taille ou à des effets de situation géographique. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui expliquent ces différentes emprises, ces différentes étendues de systèmes, alors qu'on peut commencer à qualifier de productivo-résidentiels. Je vais y revenir. Bon, voilà. Donc je vous ai rajouté par contre qui ne faisait pas partie des agglomérations. On a travaillé sur 130 agglomérations, mais on a observé de plus près 16 agglomérations. Il n'y avait pas Saint-Étienne dans les 16 agglomérations observées de plus près. Je vous ai quand même rajouté en bas la ligne et les caractéristiques donc, pour l'agglomération de Saint-Étienne. Donc sur l'ensemble de ces trois flux, si on additionne là les flux donc, caractéristiques, on va dire, donc, de ces échanges entre des territoires qui produisent et des territoires qui reçoivent la richesse de l'économie résidentielle. Sur l'ensemble de ces trois flux, et pour les 130 agglomérations étudiées, donc on estime à plus de 100 milliards d'euros que percevraient chaque année ces communes réceptrices de flux résidentiels. Ça représente, c'est l'équivalent d'un quart du revenu disponible des agglomérations qui émettent ces flux. C'est très concentré, je vous l'ai dit, je le redis d'une autre façon, c'est-à-dire que les 20 premières unités urbaines françaises, les 20 premières grandes agglomérations françaises représentent, vous voyez, entre 50 et 70% de cette richesse résidentielle redistribuée au reste du territoire. Alors on peut parler de solidarité territoriale, évidemment. Mais on va continuer un petit peu l'analyse parce que là où je voudrais qu'on en arrive, c'est pas uniquement dans ce rapport de solidarité, c'est vraiment dans un rapport de réciprocité. Et l'idée du système productivo-résidentiel, c'est vraiment ça. C'est pas juste une idée des villes qui redistribuent au reste du territoire, ça c'est réel, c'est puissant, on ne le conteste pas, mais c'est de montrer aussi que les territoires autour sont également des facteurs importants du développement économique des agglomérations. Donc c'est vraiment ce lien de réciprocité qui nous importe, et en tout cas, on voulait poursuivre les travaux pour voir s'il y avait ces liens ou pas, parce qu'on verra que ça ne fonctionne pas non plus dans tous les cas. Donc la question en amont, pour arriver petit à petit à cette idée de réciprocité, c'est de voir si ces systèmes-là de flux, si l'étendue, la portée, etc., que l'on a vu très différents d'une ville à l'autre, s'il y avait un lien entre ces caractéristiques de systèmes territoriaux et les dynamiques territoriales des villes observées. Donc on a créé deux indicateurs composites, comme on dit, par la même méthode de scoring, etc., qui est simple et efficace. Un indicateur qu'on a appelé indicateur de dynamique urbaine et un indicateur de dynamique technopolitaine. L'indicateur de dynamique urbaine, c'est un indicateur que l'on a voulu, comme l'autre, simple, pas en agrégeant 50 indicateurs, mais en restant sur des choses, pour le premier, fondamentales. Ce qu'on appelle les fondamentaux, en tout cas pour l'observation du développement des territoires, on est resté donc sur une entrée population, emploi, revenus. Donc dynamique de peuplement, dynamique d'emploi et dynamique donc en termes de revenus des habitants.
Le deuxième indicateur, c'est un indicateur qui correspond plus à ce qu'on aurait pu appeler aussi une dynamique métropolitaine, mais on a voulu rester, pas se lancer dans le débat sur ce qu'est une métropole, etc. Donc dynamique, on va dire, technopolitaine, mais on est allé chercher en effet les données de l'INSEE sur ces emplois stratégiques, ces fonctions métropolitaines, donc la part des cadres dans les fonctions métropolitaines, l'évolution de ce type d'emploi, et puis un indicateur également d'attractivité auprès des cadres pour les différentes agglomérations sur lesquelles on travaillait. Première question qui se pose, on va après reconnecter avec les SPR, mais il y a des questions intermédiaires évidemment qui apparaissent au fur et à mesure du travail. C'est quel est le lien entre dynamique urbaine et dynamique technopolitaine? Est-ce que ce lien est évident? Est-ce que toutes les villes qui, comme nous dit un petit peu la théorie, toutes les villes qui ont une forte capacité technopolitaine sont forcément des villes qui gagnent, etc. Donc bon, première analyse, croisement entre ces deux indicateurs. Alors, pour repérer un petit peu les choses, deux cartes, l'indicateur de dynamique urbaine, donc c'est classé, c'est un rang tout simplement, qui va de 1 à 130, puisqu'on a observé ça sur 130 aires urbaines. De 1 à 20, c'est le meilleur score. On est dans les 20 premières aires urbaines en termes de dynamique simple, donc peuplement, emploi, revenu. Et puis, de 100 à 130, on est dans les 30 dernières. Donc, une géographie qui est un peu sans surprise, je dirais. On sait que les grandes agglomérations de l'Ouest, du Sud, sont des agglomérations extrêmement dynamiques. On voit que les agglomérations de la région Rhône-Alpes, en tout cas pour ce qui est de Lyon, Chambéry, Annecy, par exemple, sont également entre les 20 et 40 premières. Par contre, Grenoble décroche, Saint-Étienne aussi. C'est-à-dire que Grenoble et Saint-Étienne sont des villes en termes de dynamique simple, je dirais, de développement, peuplement, emploi, revenu, qui sont plutôt classées dans le bas du tableau. La géographie des dynamiques technopolitaines, elle est différente. C'est-à-dire qu'on a des villes qui accumulent les deux, on va mieux le voir sur le graphique d'après, mais c'est-à-dire qui à la fois ont des dynamiques fondamentales et des dynamiques également très technopolitaines, métropolitaines, et puis d'autres qui se détachent parce que, comme Grenoble, elles étaient plutôt mal classées, si l'on regarde donc les indicateurs précédents, et qui là, par contre, remontent énormément dans le tableau. Paris, évidemment, etc. Donc si on croise les deux, voilà ce que ça donne. Il y a évidemment une corrélation qui n'est pas parfaite, et c'est l'imperfection de la corrélation qui est intéressante d'ailleurs. Donc une corrélation qui n'est pas parfaite entre ces deux indicateurs. Donc l'aspect technopolitain d'une grande ville ne fait pas tout, ou inversement, voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a plusieurs types de systèmes, en tout cas là pour l'instant d'aires urbaines, des territoires qui cumulent les atouts, urbain, technopolitain, si on s'en tient à ces indicateurs. J'ai mis Rennes, Toulouse, les autres carrés, sans surprise pour ceux qui connaissent un peu les territoires, qui travaillent à l'échelle un peu macro comme ça. Donc c'est Rennes, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Montpellier, qui sont à la fois donc, des villes où on a un fort développement urbain et un fort développement technopolitain. Lyon talonne ces villes qui gagnent. Donc Lyon est très bien placé et complètement dans ce modèle où on a un équilibre à la fois sur les enjeux technopolitains et urbains. Grenoble, par contre, beaucoup plus technopolitaine qu'urbaine. Donc Grenoble a vraiment un déficit de dynamique urbaine, alors même qu'elle est incontestablement une technopole qui gagne. Inversement, vous voyez Toulon, mais j'aurais dû faire apparaître Nice, qui est à la droite ou à la gauche là, de Toulon, voilà, selon d'où on regarde. Donc Toulon ou Nice, au contraire, des dynamiques plus urbaines que technopolitaines, un déficit technopolitain malgré les atouts résidentiels, paysagers, etc., par exemple, de Nice. Saint-Étienne, bon, là, situation plus difficile, avec, ceci dit, une belle performance compte tenu du reste des dynamiques et du reste du territoire, une belle performance quand même sur des dynamiques technopolitaines, mais néanmoins des difficultés. Alors, quel est le lien avec les SPR? Donc, on a fait des petites régressions, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, mais on a mis en lien, si vous voulez, ces indicateurs un peu résumés des dynamiques urbaines. Cet indicateur, on va le voir après,
de dynamique technopolitaine avec les caractéristiques des SPR, ce que je vous ai dit. Est-ce que l'intensité et la portée des SPR se traduisent plus ou moins par des performances urbaines ou par des performances technopolitaines? Une troisième variable est introduite, c'est celle qui permet de commencer à intégrer l'idée donc des territoires autour, de la qualité paysagère des hinterlands, on a appelé ça, où l'on a pris le potentiel d'accueil touristique par kilomètre carré des territoires situés en dehors de l'agglomération, mais accessibles à 1 heure de voiture, à 1 heure en voiture. J'y reviendrai s'il y a des questions, mais c'est difficile de tout présenter. Donc ces 3 indicateurs, et l'on voit que pour l'indicateur de dynamique urbaine, on a une corrélation plutôt significative avec des indicateurs, je ne rentre pas dans les détails, mais ça marche, c'est-à-dire qu'on voit bien que plus la ville, l'agglomération est intégrée dans un système compact, c'est-à-dire on a beaucoup de flux de revenus qui circulent, mais à une échelle locale, on a de fortes dynamiques urbaines. C'est-à-dire que ce qui se passe à Rennes, Nantes, Toulouse, Bordeaux, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est là dans des systèmes urbains intenses et qui fonctionnent dans la proximité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange, on l'a très bien vu dans les cartes précédentes, qu'il n'y a pas d'échange avec le reste du pays et avec le reste des territoires européens, internationaux, etc. Mais on a aussi une très forte circulation régionale de proximité dans ces territoires-là. Pour les dynamiques technopolitaines, ça marche moins bien. C'est normal, parce que là, il y a d'autres enjeux qui vont rentrer en ligne de compte, qui sont liés directement à des enjeux plus productifs, à tout ce que l'on sait aussi sur la classe créative, etc. Ça devient... Là, si, je le dis quand même parce que ça introduit justement l'idée que l'on a aussi prolongée sur les villes et leur hinterland. Vous avez... Sur les émissions, par exemple, là, de résidences secondaires, des couleurs qui traduisent donc la portée et l'intensité de cette relation de flux dont je vous ai parlé avant. D'accord ? On voit là qu'on a donc dans les territoires, on va prendre Lyon, par exemple. Donc Lyon, on avait vu, je vous avais dit, c'est une portée moyenne, c'est-à-dire que c'est une agglomération qui envoie avec une forte intensité, c'est-à-dire beaucoup de flux de revenus vers des territoires situés à une distance moyenne par rapport à d'autres territoires français. Donc, ce n'est pas complètement dans la proximité, ce n'est pas non plus complètement étendu, mais on est sur une dimension, disons, régionale à peu près. Donc, intense et régionale pour ces flux de revenus. Le territoire d'à côté, c'est d'où viennent les flux que reçoivent les communes autour. On voit que dans le cas de Lyon, on est sur une agglomération qui envoie beaucoup de flux plutôt à une échelle régionale, voire plus, dans un contexte territorial qui est fait de communes dont la source principale de revenus résidentiels provient de Lyon. D'accord ? Vous avez des territoires, Bordeaux par exemple, ou évidemment une ville comme Montpellier, où on a une intensité très forte de proximité, donc beaucoup de flux. L'agglomération de Montpellier génère beaucoup de flux de revenus résidentiels qu'elle redistribue en dehors, pas très loin, et les territoires autour vivent essentiellement de flux de revenus qui proviennent du reste du monde. D'accord ? Donc c'est l'idée, et c'est là aussi qu'on a un partenariat, je dirais, gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on est dans des mariages entre des villes et le rural, des villes et leur proximité, où ça fait système, ça fonctionne ensemble, mais l'interland, l'espace rural, est d'abord attractif auprès de populations qui viennent du monde entier, d'accord, ou de France, etc. Donc là, on a des jeux qui se jouent à des échelles variables entre centre et périphérie. Si on résume ça de façon un petit peu, on simplifie, on perd en richesse d'analyse, mais au moins on essaye d'être un peu synthétique. Donc on va dire qu'il y a 4 types, j'aime pas trop arriver à 4 types, mais bon, 4 types de systèmes territoriaux, 4 grands types de systèmes territoriaux. On a ce système donc entre ville et campagne qui est doublement avantagé, cette idée de dynamique urbaine et métropolitaine dans un environnement exceptionnel et très attractif.
Nantes, Montpellier, Vannes, Genève-Annemasse, Toulouse, Rennes, Annecy, et aussi pas mal dans ce registre-là. Donc là, on est vraiment dans l'idée de système productif ou résidentiel. C'est-à-dire que si on devait avoir des territoires qui sont caractéristiques de cette idée, de circulation des richesses, de réciprocité du lien, etc., c'est vraiment là qu'on le trouve. Donc un système productif ou résidentiel compact, avec une redistribution locale, et à la fois des interlandes qui sont attractifs vis-à-vis donc, du reste du monde, entre guillemets. Cette compacité du système productif, là, que l'on met en évidence dans ces territoires, elle est source de dynamisme socio-économique, productive également. D'accord ? C'est l'idée donc de ces territoires où 1 + 1 = 3, j'ai déjà dit ailleurs, c'est ça l'idée, de valeur ajoutée, augmentée, de réciprocité territoriale, de systèmes territoriaux. Et ce sont des territoires, concrètement, qui offrent dans la proximité des lieux où l'on peut étudier, des lieux où l'on peut travailler, des lieux où on peut passer sa retraite, des lieux où l'on passe ses vacances, etc., etc. Autre configuration, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on peut être dans des configurations où, évidemment, urbain et rural sont doublement pénalisés, des interlandes peu attractives, de faibles redistribution de revenus, un système en panne, et c'est des territoires qui sont notamment touchés, évidemment, par des crises industrielles, et la crise économique les épargne d'autant moins en ce moment. Troisième type de territoire, on peut avoir des territoires où le rural, l'interland, ces territoires autour, bénéficient d'une forte qualité résidentielle, fortement attractif. On a au milieu une agglomération qui est dynamique parce qu'elle attire des gens, c'est le sol migratoire, c'est la population, mais par contre, on n'est pas dans une transformation de ces atouts-là en développement plus productif, plus technopolitain. Pour Béziers et Perpignan, c'est sans doute logique, ce n'est pas nécessairement leur fonction, ce sont des petites villes. Pour Toulon et pour Nice, c'est plus problématique. C'est-à-dire que là, on est face à des villes, quelque part, qui ont des atouts paysagers, résidentiels, qui ne sont pas transformés véritablement en atouts productifs. Et dernière grande famille, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire des territoires très métropolitains, très technopolitains, vus par les indicateurs retenus, où ces dynamiques-là sont plus fortes que les dynamiques simples, urbaines, et dans des environnements différents. Alors Paris, c'est à part évidemment, mais Lyon, on a quand même un environnement qui est plutôt attractif, voire très attractif pour Grenoble, et là c'est plutôt la transformation, la connexion entre la ville et son interland qui se fait peu, qui se fait pas assez pour avoir un développement peut-être plus intégré. Je finis avec ce slide qui résume tout ce que je vous ai raconté, c'était bien la peine. Donc voilà, tout ça pour dire que l'enjeu productivo-résidentiel, il est à la fois local et interterritorial. Il discontinue et il n'a pas peur du vide, si je reprends les propos conclusifs de Nadine. Donc l'enjeu, c'est créer des richesses, capter des richesses, faire circuler ces richesses. C'est vrai en local, selon l'échelle à laquelle vous intervenez, mais c'est aussi vrai en interterritorial et en complémentarité territoriale. C'est pas la course à être tous identiques, au contraire, c'est la course à tous se positionner de façon complémentaire sur ces différents, sur ces trois bulles de l'économie, que sont la production, l'économie résidentielle et l'économie présentielle liée à la circulation des revenus. PRC, RC, CRP, j'aime bien parce que ça me rappelle quand j'étais étudiante, puisque la première ligne, c'est quand j'étais étudiante en sciences économiques. On m'a appris qu'il fallait de la production pour créer des revenus, pour créer de la circulation des richesses, de la consommation. Et puis j'ai fait des études, alors j'ai fait une thèse et j'ai travaillé sur l'économie résidentielle et j'ai appris que des territoires avaient du revenu sans production et donc de la consommation. CRP, c'est l'idée de dire n'opposons pas tout ça. Tout ça, ce sont des temps d'un même cycle économique, c'est une même logique économique, avec des échelles territoriales évidemment à combiner, des leviers sur lesquels il faut agir. Certains parlent d'économie régénérative, pourquoi pas. On peut aussi se poser la question de l'émergence d'un nouveau cycle économique. La crise économique qui frappe les territoires est sans doute le signe, évidemment, comme chaque fois, d'une transition vers un autre système économique, peut-être plus local, plus interterritorial, en tout cas un cycle économique dans lequel les flux, ces flux qui ont depuis 10, 20, 30 ans dessiné les territoires, reconfigurent une économie, à mon avis, quelque peu différente de la précédente.